Djibo était attaqué en pleine journée. Heureusement, eux, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc il y a des responsabilités et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Les drones arrivent et ils les demandent donc c'est quel côté. On observe, on ne voit pas. Il dit non, on avait signalé là-bas. On dit qui a signalé? Est-ce que tu as quelqu'un? Vous voyez les antennes, les pylônes là? Presque dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin. Ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes les demandent est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider? Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez. Je suis à votre verticale, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas, beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même, l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, mais on va vous radier. Ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Monsieur le Président, ces radiations n'auront-elles pas un impact sur la cohésion du groupe? Et la mort. La mort de pauvres soldats là. C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier a son poste, il écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne commandez pas, le soldat meurt. Ça entache plus la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Il faut être ferme souvent. Le moniteur. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures, vous réveillez pour faire le sport, courir. Donc quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, mais vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui est fait pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Et vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend à venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quel stade en êtes-vous avec cette réorganisation? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques et combattantes là, voilà, les bataillons d'intervention rapide, pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions.
Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement par, voilà, grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc, les forces seront bientôt relocalisées pour répondre donc à la situation présente. Donc, la réorganisation va se poursuivre. D'autres types d'unités vont se créer. Et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, Monsieur le Président, vous étiez à Banfora. Vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Oui. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes? Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller Internet, il y a eu une très grande attaque à Tombouctou contre la base de la MINUSMA. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande. Il y a beaucoup de contingents et la force est là. Mais l'ennemi a usé de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans cette attaque. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez retrouver sur Arte un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. Parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule. Il l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors j'ai failli dire à mes unités, parce que nous on avait 2 porteurs disparus. J'ai failli les dire, bon, on sort, on part sauver les gars. Parce que les soldats m'ont dit que, est-ce que ce n'est pas nos 2 camarades? Parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN avec nos casques bleus. Bon, on doutait. Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit non, patientez. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre et j'ai vu juste un cercle noir dans le ciel. Le véhicule était piégé. Bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule donc immatriculé FAMA, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises, de Barkhane. Des gens à la peau blanche, avec tout, la tenue française, les écussons de l'armée française, ce qui donc a fait que les soldats ont soulevé la barrière. Parce qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir, pour voir ce qu'il c'était. Et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. Et j'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Et il faut éviter autant que possible de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà, donc c'est des exemples, il y en a plein, vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions? Assumer de telles notions, il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez?